En 28 saisons de freeride, j'ai perdu 30 copains dans des avalanches. Donc si je prends la parole aujourd'hui, c'est pas pour faire peur, c'est vraiment pour éviter que l'histoire se répète. Dans 90% des cas, c'est la victime ou un membre du groupe qui a déclenché l'avalanche. Et tu peux avoir tous les outils que tu veux, si tu sais pas les utiliser, ça sert à rien. Un DVA, une sonde, une pelle, ça te met pas en sécurité. Le risque zéro n'existe pas, donc le risque, il y en a toujours un. Ton état mental, d'énergie, il change aussi tout le temps, donc il faut toujours tout recalibrer. Et si on veut garder cet espace vital de liberté, il faut des... Dominique, tu as été élu skieur freeride du siècle en l'an 2000. Et puis, c'était suite à une carrière assez phénoménale dans ce domaine. Tu as façonné la discipline pendant des années. Et tu continues à le faire d'une autre manière aujourd'hui avec ton entreprise WeMountain, où tu fais des formations pour la sécurité en montagne, pour éviter aux gens qui pratiquent aujourd'hui de vivre ce que toi tu as vécu, c'est-à-dire de perdre 30 amis dans des avalanches sur 28 saisons de freeride. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu quel a été le cheminement qui t'a amené à créer WeMountain? Le cheminement, en fait, il a été assez naturel. Donc moi, j'ai eu la chance de vivre de ma passion. Au départ, d'être professionnel, on était une petite dizaine, c'était un des sports confidentiels. Et puis, sur 28 saisons, sur 30 ans, un peu plus, c'est des sports qui ont explosé. On parle aujourd'hui en millions de pratiquants, hein, quand même. Et parallèlement, tu l'as dit, j'ai perdu beaucoup trop d'amis, beaucoup trop d'accidents. Et quand tu arrêtes ta carrière, quand tu es professionnel, j'avais la chance de travailler beaucoup avec l'industrie, j'ai un bureau d'ingénieur, voilà. Puis je me suis dit, est-ce que je veux faire des skis? Non, il y a assez de marques de skis. Est-ce que tu veux travailler avec des marques de vêtements? Non, il y a assez de marques de vêtements. Et j'ai vu qu'il manquait quelque chose, qu'il manquait vraiment de l'éducation, de la transmission. Et c'est en faisant de la plongée sous-marine avec mes enfants à Bali, il y a un programme mondial qui s'appelle PADI, où tu apprends, ça m'a fait tilt. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas quelque chose, non pas exactement pareil, mais qui ressemble pour la montagne? Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de bonne volonté, c'est sûr, mais tout était disparate, c'était pas très bien foutu, c'était un peu vieillot. Personnellement, je m'y retrouvais pas. Et je me suis dit, on peut faire mieux. Et c'est là où moi, j'ai reçu tellement du sport, quoi. Ça m'a fait ma vie, hein, au-delà de ce que j'avais imaginé. Et je me suis dit, il manque quelque chose, et deux, c'est le bon moment de redonner à ce sport aussi tout ce que j'ai reçu, et de permettre aussi aux autres de ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc c'était une volonté d'unifier de manière internationale ces normes de sécurité, ces normes de prévention. Exactement. Parce que, encore une fois, en étant professionnel, tu voyages, tu vas dans le monde entier, tu rencontres énormément de gens de pratiques différentes. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas la pratique suisse qui était mieux que la pratique française, qui était mieux que la pratique... Non, mon idée, c'est de me dire, mais les Canadiens, les Américains, ils sont en avance sur certains trucs. C'est de dire, on va prendre les meilleures pratiques, on va s'en inspirer et on va retravailler tout ça avec des standards internationaux. Et c'est vraiment dans une vision globale, parce que aujourd'hui aussi, les skieurs, ils voyagent énormément. C'est-à-dire le skieur, la neige, il y en a, c'est plus difficile, hein, c'est plus local. Donc le skieur, il suit les chutes de neige, en gros. Donc le skieur, il va skier un coup, des fois au Japon, au Canada, aux États-Unis, en Italie, en France. Donc il a besoin d'une méthode internationale. C'est plus comme avant, quand tu skiais chez toi que chez toi. Donc le pratiquant, il a tellement changé que ce qui existait, je trouvais que c'était pas à jour, quoi. C'était pas à jour. Souvent, c'était trop local, c'était trop aussi trop centré sur le côté des facteurs naturels. On parle beaucoup de la montagne, de la neige, de la pente. Ok, mais en tant qu'athlète, sur 30 ans, tu te rends compte que les facteurs humains, c'est eux qui prennent le dessus. Et d'ailleurs, quand tu regardes les statistiques, toutes les statistiques s'accordent
à dire que dans 90% des cas, c'est la victime ou un membre du groupe qui a déclenché l'avalanche. Donc, c'est des mauvaises décisions. Donc, l'idée, c'était de travailler très fort sur les facteurs humains. Et à l'époque de tes débuts, comment est-ce qu'on parlait de la sécurité en montagne? Est-ce que c'était un tabou? C'était une fatalité? C'était une preuve de courage que de justement ne pas faire attention? C'était comment à cette époque-là? Il y a un peu de tout ça. Il y a un peu de tout ça. Et puis, il y avait, moi, quand j'ai commencé ma carrière dans les années 80, fin 80, 90, 90, il n'y avait pas de sac à dos, il n'y avait pas de DVA, pas de sel, il n'y avait rien. Pas de casque, j'ai vu Il y avait non plus rien du tout, mais je veux dire, c'était vraiment, on y va, on verra bien, puis on va se débrouiller un petit peu. Donc, c'était une forme de balbutiement. Les DVA sont arrivés après, mais les gens avec un DVA, ils n'avaient pas de pelle, pas de sonde. Donc voilà, après il y a eu la pelle, après il y a eu ci, il y a eu ça, après les airbags, après... Mais ça reste des outils. Par contre, je trouvais que l'artisan ou le skieur, malgré tout, il n'était pas bien formé. Et tu peux avoir tous les outils que tu veux. Si tu ne sais pas les utiliser, ça ne sert à rien. Et la plupart des outils que je viens de mentionner, c'est des outils de sauvetage ou de secours. Un DVA, une sonde, une pelle, ça ne te met pas en sécurité. C'est déjà trop tard. C'est trop tard. C'est un équipement de secours, comme l'airbag. Donc, je trouvais que l'éducation, de rendre les gens attentifs, non seulement à la montagne, mais à la prise de décision, il y avait un manque énorme. Et d'où l'envie encore une fois, d'essayer de développer quelque chose de nouveau, d'être innovant et peut-être aussi d'avoir une forme de responsabilité, dans le sens où quand tu as été un peu au début du mouvement, tu as un peu dans les innovateurs, eh ben, tu te dois aussi de le rendre plus pérenne et plus safe. C'est-à-dire que voilà, ça a eu tellement de succès, il faut qu'on fasse quelque chose mieux. Tu vois, il faut qu'on fasse les choses mieux. Ouais. Tu parlais des facteurs humains, on y reviendra dans cet épisode et dans les suivants, notamment les émotions. Toi, comment tu gérais mentalement le fait de retourner en montagne année après année, alors que finalement tu étais en deuil d'amis que tu avais perdus? Comment est-ce que tu débarques en montagne après avoir vécu ce genre d'événement? Encore une fois, moi j'ai eu de la chance parce que comme c'était mon métier, comme j'en avais fait vraiment mon métier, j'avais autour de moi une équipe. Donc j'avais un préparateur physique, j'avais un préparateur mental, j'avais des gens autour de moi avec lesquels j'ai travaillé tout ça. Et ça m'a permis justement d'absorber, de réfléchir et d'appréhender ça d'une manière positive. Et c'est aussi ça que j'ai envie de redonner aux membres aujourd'hui, c'est d'avoir une approche plus professionnelle. Je donne souvent un exemple. Aujourd'hui, si tu veux faire du marathon, eh ben, tu vas regarder, tu vas avoir un plan d'entraînement qui va te permettre de partir de zéro et de faire un marathon avec une progression intelligente. Parce que c'est basé sur les plans d'entraînement des athlètes qui sont aujourd'hui à disposition du grand public. Eh ben, je veux faire la même chose pour la montagne. C'est-à-dire qu'en tant qu'athlète, j'ai eu la chance d'avoir cet environnement autour de moi. Donc aujourd'hui, je reprends ça pour le mettre à disposition avec une quarantaine d'experts du monde entier, parce que ça, c'était important, d'être sûr que tous les chapitres étaient blindés, mais j'aime bien dire étanches, que vraiment on allait travailler sur tout ce qui était le mental, le côté, enfin toutes ces choses-là, avec des experts, pour vraiment que ce soit au top. Mais pas juste des experts suisses, mais des experts européens, nord-américains, new-zélandais, pour qu'on ait vraiment une vision universelle. Et ça, c'est un magnifique challenge aussi. Et ça, cette volonté de travailler en équipe, tu l'as eu dès le départ, ou c'est à force d'évoluer dans ta carrière, de voir le manque de préparation peut-être d'autres personnes et les conséquences que ça pouvait avoir, que c'est venu? C'est venu au fil de ma carrière, ouais, parce que en voyageant, tout à coup, au début, tu fais tes premières armes dans les Alpes et tu vois les gens qui travaillent avec une méthode soit suisse, soit française, italienne, disons un peu européenne, qui est même déjà pas unifiée.
Mais après, quand tu vas au Canada, en Amérique du Nord, ils ont d'autres méthodes. Donc tu dis, tiens, c'est vachement intéressant, ils font les choses autrement. Après, tu vas en Himalaya, tu fais encore les choses autrement. Et tout à coup, tu vas en Scandinavie, là aussi, c'est encore différent. Donc ça permet en fait d'ouvrir ton esprit et de te rendre compte qu'il n'y a pas une meilleure méthode, mais il y a plein de méthodes différentes qui peuvent se renforcer les unes aux autres. Et du coup, c'est ça qui m'a donné envie d'avoir cette méthode globale. D'avoir un tronc commun, qui est commun à tous. Donc après, il a fallu, c'est un peu comme en mécanique, de trouver les éléments communs ou en mathématiques, quels sont les... Et puis après, de dire, tiens, là, il faudra dire aux gens, s'ils vont là, de faire comme ci, comme ça, avec les spécificités de chaque endroit. Est-ce que tu as des exemples de spécificités que tu as pu observer ou découvrir à travers ce projet ? Ouais, alors typiquement, par exemple, je vais te donner un exemple sur la nivologie. Chez nous, on a assez peu de givre qui arrivent dans nos chutes de neige. Mais quand tu vas au Canada ou dans des pays qui sont côtiers, il y a beaucoup d'humidité, Alaska par exemple. Donc tu peux avoir des givres, ça arrive dans les Alpes, mais le givre de surface, il y en a très peu ici, c'est très rare. Alors que là-bas, c'est des phénomènes qui sont presque constants. Donc voilà, tu vas apprendre aux gens à travailler différemment quand tu es au Canada ou à faire attention à d'autres choses quand tu es là-bas. C'est un peu comme en voiture, tu apprends à conduire en Suisse ou machin, si tu vas conduire dans les pays du Commonwealth, tu es à gauche. Il faut le savoir tout de suite, sinon, quand tu vas louer ta voiture de location, boum, tu fais pas 500 mètres, tu as le premier accident. C'est un peu pareil. Les règles générales sont les mêmes, mais tu as ces petites spécificités qu'il faut comprendre très vite. Donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Bêtement, tu vas skier dans l'hémisphère sud, tout ce qui est au nord et au sud, tout ce qui est au sud et au nord. Donc si on t'a appris, oui, mais les faces nord, les faces sud, quand tu es en Amérique du Sud, en Nouvelle-Zélande et là-bas, c'est l'inverse. Si on ne te l'a pas dit, on ne te l'a pas appris, il y a plein de choses comme ça, tu peux te faire piéger très vite. Qu'est-ce que tu as compris sur la sécurité en montagne et la responsabilité individuelle que chacun a par rapport à cette sécurité au fil de ta carrière ? Alors, ce que j'ai compris, c'est que c'est l'apprentissage d'une vie. C'est que c'est pas parce que tu en apprends plus que tu es plus safe. Je veux dire, il faut avoir les bases, il faut connaître les bases, mais c'est un apprentissage de tous les jours pendant une vie. Donc, ça faut pas s'arrêter. Ce que j'ai compris aussi, c'est que plus tu t'y intéresses, plus ça devient intéressant. Et aussi, plus tu as du plaisir, en fait. Parce que tu arrives à comprendre mieux les choses, à les anticiper et à moins faire d'erreurs. Donc ça, c'est clair. Mais j'ai aussi appris que ça peut être un piège de croire que tu en connais trop et de te dire, voilà, maintenant, je suis arrivé à un niveau, je connais. Donc, à l'inverse, j'ai l'impression que plus tu avances, presque plus tu deviens prudent. Oui. Parce que tu vois tellement de choses. Et ça aussi, il faut faire attention. Il ne faut pas non plus devenir méga peureux puis plus rien faire. Ou alors, il ne faut pas non plus être surconfiant, se dire non, mais j'en sais tellement. Donc, même si tu sais beaucoup de choses, il y a toujours cette bataille entre la petite voix qui va te dire vas-y et celle qui va te dire vas-y pas. Tu vois, c'est pas forcément un acquis. Mais je trouve intéressant, quand tu es passionné d'un sport, d'aller plus loin. Et pas seulement sur l'environnement. Tu vas aller beaucoup plus loin aussi, tu vas mieux apprendre à te connaître. Et ce qui est sympa, c'est que tout ce que tu vas apprendre grâce à la montagne, en fait, ça marche aussi vachement bien dans la vie de tous les jours. Il y a beaucoup de choses, le respect, l'observation, la manière de gérer des choses. Tu te rends compte que ça marche dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est aussi extrêmement positif. Et comment, justement, on fait la différence entre l'acceptation du danger qui est nécessaire quand on fait un sport extrême et où est la limite avec l'inconscience, en fait ? Ça, c'est très difficile de placer son curseur. C'est extrêmement difficile parce que, le risque zéro n'existe pas, donc le risque, il y en a toujours un. Mais après, chacun s'expose différemment au risque.
Même toi, tu t'exposes différemment selon les jours au risque, selon tes émotions, tes motivations, tes perceptions, selon toutes ces choses-là. Donc, c'est des variables qui n'arrêtent pas de changer. La météo, elle change tout le temps, mais ton état mental, d'énergie, il change aussi tout le temps. Donc, il faut toujours tout recalibrer. Et c'est vrai que certains jours, tu vas prendre plus de risques parce que tu vas peut-être mieux te sentir, tu vas mieux comprendre les choses. Est-ce que c'est plus risqué ou moins? Pas forcément, mais tu vas être plus engagé. Certains jours, tu vas être beaucoup plus sur les défensives. Mais ça, c'est vachement difficile d'avoir des constances. Vachement difficile, ouais. Et peut-être parce qu'il n'y a pas de constante. Justement, il y a des jours où il faut écouter, que tu es moins en confiance, tu es moins en forme. Du coup, tu seras peut-être plus en retrait. C'est une qualité, du coup. Voilà, mais c'est ça, je crois. Et tu vois, il y a ce qui est extrêmement difficile et ce que souvent les gens ne comprennent pas. En 28 ans et avec tous les experts avec qui j'ai travaillé, on a identifié 25 facteurs. 25, c'est beaucoup, 25 facteurs minimum à connaître. Et ces 25 facteurs, ils ont en général 2 à 3 critères. On a essayé de baisser les critères au maximum, d'accord? Donc 25, allez, fois 3, tu as entre 75 et 100 variables à gérer tout le temps. Entre le matin, à midi, l'après-midi, entre les changements de la nature, le réchauffement, le refroidissement, la pente, les aspects, etc. Et la même chose sur toi, ton mental, ton énergie, tes trucs-là. Donc, c'est extrêmement pointu d'être toujours aligné et de toujours faire les bons choix avec ces différents voyants qui s'allument. Donc, chez WeMountain, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre à disposition du skieur ou du pratiquant un cockpit le plus simple possible sur les facteurs humains, les facteurs naturels, pour que, comme en voiture, il puisse voir son compte tour, sa jauge à essence, ses kilomètres-heure, enfin tout ça, de manière la plus facile possible pour qu'il puisse prendre ses décisions. Alors, certaines fois, tu auras des critères dans le rouge. Tu peux, mais un petit moment. À toi de voir que tout n'est pas dans le rouge trop longtemps. Tu vois. Donc, voilà, c'est d'apprendre à gérer tous ces critères-là. Et qu'est-ce qui t'a amené à créer finalement une formation et à être dans la transmission plutôt que de choisir un rôle d'ambassadeur ou de consultant, tu vois, par rapport au statut que tu avais, que tu as toujours? C'est un peu ce que je disais au début. C'est un sport que j'aime tellement. Il m'a tellement apporté, mais aussi de drame, comme tu le disais. Je pense que d'être consultant pour l'industrie ou pour des marques de vêtements, de ski, de trucs, c'est bien, mais j'y ai fait longtemps. Je veux dire, j'ai longtemps, en tant qu'athlète, à ce rôle-là, et j'ai vraiment identifié un manque. Un que je trouve très intéressant à développer, et deux, qui fait du sens. Parce que quand tu arrives, c'est vrai, à ta fin de carrière, moi j'ai arrêté, j'ai une très longue carrière, j'ai 28 saisons, tu fais le compte, j'ai arrêté, j'avais 51 ans pour un professionnel. Ouais. T'as envie de faire quelque chose qui a du sens, tu as envie d'être dans la transmission, tu as envie que tout ce que tu as appris, ça serve à quelque chose et j'ai envie de dire, de le packager d'une manière intelligente. Et ça m'a motivé. Quand tu fais du sport, tu as de l'adrénaline, chaque année tu remontes des projets, chaque année il y a un enthousiasme. Et j'avais envie de remonter une aventure qui génère la même énergie, la même passion, le même enthousiasme, tu vois. Je crois que c'est arrivé au bon moment. Puis j'ai toujours bien aimé être assez innovant. D'être au début dans les sports, dans le ski freeride, tout le monde me disait « t'es complètement fou, ça sert à rien ». J'ai travaillé beaucoup avec les marques. Quand on leur a amené les skis larges, ils m'ont dit « t'es complètement fou, arrête de nous emmerder avec ça ». Quand on a développé aussi le Gore-Tex, c'était pareil. Quand on a commencé de parler en 2000 de l'environnement et d'être carbone positif, tout le monde m'a dit « arrête de nous emmerder avec ça ». Donc jusqu'à maintenant, tout ça s'est plutôt bien développé. Donc quand j'arrive avec l'éducation,
puis que tout le monde me dit ouais, je me dis que c'est assez juste, quoi. Donc, c'est l'indicateur que tu es dans la bonne direction. Que c'est dans la bonne direction. Et il y a trop d'accidents. Il y a trop d'accidents, vraiment. Donc, là aussi, il y a 3 grands axes, 3 grands impacts que l'éducation peut avoir. Un premier impact, c'est de sauver des vies, réduire les accidents, ça c'est clair. Un deuxième impact, c'est aussi préserver notre environnement. Parce que si tu aimes le ski, tu aimes la nature, tu as envie de la protéger. Donc on apprend aussi aux gens à respecter soit les voyages, les déchets, la nourriture, la faune, la flore, d'avoir un comportement responsable. Et la troisième chose, pour moi presque la plus importante, c'est l'aspect sociétal, où je me dis que si on continue d'avoir autant d'accidents, autant de drames, on le voit, ça se met en place. Il y a toujours plus d'interdictions, de législations qui se mettent en place. Et si on veut garder cet espace vital de liberté, il faut de l'éducation. C'est comme dans la vie normale. Si tu veux être libre, tu dois être éduqué. Si tu ne sais pas lire, pas écrire, pas calculer, ça va être très dur d'être libre. Pareil en montagne. Tu dois savoir lire, compter, calculer la montagne. Et on voit aussi qu'une fois que les interdictions sont en place, c'est très dur de les renlever. Donc, pour mes enfants, pour les nouvelles générations, je me dis qu'on se doit d'amener une montagne responsable, intelligente, éduquée, pour garder cet espace de liberté. Et si tu pouvais parler au Dominique de 20 ans, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ou comme leçon? Alors, on a la chance chez WeMountain de travailler avec toute la nouvelle génération des athlètes, puisqu'on est le formateur officiel du Freeride World Tour. Donc, on a les stars qui ont déjà quelques années derrière eux aussi, qui travaillent avec nous, mais on a aussi tous les juniors. Et je dois te dire que je suis impressionné par ces juniors parce qu'ils ont une vraie envie de se former. Ils ont déjà compris qu'il y a un enjeu. Ils ont aussi envie d'être professionnels, parce qu'à l'époque, on en a fait notre métier, mais ce n'était pas très professionnel. Je veux dire, on a dû tout mettre en place. Eux, ils ont compris aujourd'hui qu'il faut être professionnel, autant à ski qu'en préparation physique, mentale, gymnastique, montagnarde. Donc, ils sont extrêmement responsables et ils ont envie d'apprendre. Et moi, il y a un exemple que j'adore, c'est que tu vois un jeune aujourd'hui, il va chez son toubib, il lui dit « tu as une pneumonie ». Le jeune, il rentre à la maison, il va regarder ChatGPT, machin. Il veut savoir ce que c'est une pneumonie, il va se renseigner. Pareil pour la montagne. Aujourd'hui, ils ont envie de savoir, ils ont envie d'avoir des vraies formations. Ils ont envie de se former, ils le disent, et ils suivent les cours. Donc, ils ont aussi compris que s'ils veulent avoir du succès dans leur métier, pouvoir en vivre, ça suffit plus d'être un très bon skieur qui va très vite et qui fait des gros sauts. Tu dois être perçu, tu dois être vu comme quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui sait ce qu'il fait, et t'es pas juste un cascadeur. Et ça, ils l'ont vraiment bien compris. Je suis impressionné par la nouvelle génération. Donc ça me réconforte en fait dans ce qu'on fait aussi, de me dire on n'est pas en train de crier dans le vide. Si je partage tout ça, c'est pas pour parler du passé, c'est parce que la montagne m'a tout donné. À un certain moment, j'ai aussi compris qu'il fallait lui rendre quelque chose. WeMountain est né de cette prise de conscience, transmettre ce que l'expérience, parfois qui était douloureuse, m'a appris. Alors si cette vidéo, elle vous a touché, la suite est encore plus importante parce qu'on peut apprendre à faire autrement.